Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler des PC du tout début des années 90, voire la toute fin des années 80. Il s'agit des PC qui sont faits à base de processeurs 486. Je vais utiliser le PC que vous voyez à l'image comme support pour vous montrer à quel point ces machines étaient différentes par rapport aux standards des PC actuels. Bref, le sujet du jour, vous l'aurez compris, c'est les PC à base de processeurs 486, on en parle de suite. Donc le PC que je vous présente aujourd'hui, il s'agit d'un PC qui nous vient de Olivetti et qui date du tout début des années 90, je le situerai vers 92 voire 93. Il est équipé d'origine d'un processeur 486 SX d'Intel, mais ça j'en parlerai bien plus en détail plus tard quand je vais ouvrir la machine. J'apporte juste une précision sur les 486, j'ai précisé qu'il s'agissait d'un 486 Intel parce qu'à cette époque-là, il y avait une particularité, c'est que sur la même plateforme, on avait plusieurs marques de processeurs. Par exemple, on pouvait retrouver bien entendu des 486 qui nous venaient d'Intel, on pouvait aussi retrouver des 486 AMD, on avait aussi des 486 qui étaient produits par Cyrix, une marque qui a désormais disparu, et dans les marques connues qui produisaient des 486, on avait aussi IBM qui produisait des processeurs. Donc ça c'est une des premières choses auxquelles on n'a plus du tout l'habitude de nos jours, c'est que à l'époque sur un même socket on pouvait retrouver plusieurs fabricants de processeurs. Maintenant on va parler un petit peu de ce qui change au niveau extérieur de ce PC là, ce que l'on voit au premier coup d'œil. En dehors du format que l'on rencontre plus vraiment avec un PC qui est à plat, et bien en façade on a uniquement un lecteur de disquette. Et oui, parce que au début des années 90 on n'avait pas encore vraiment de lecteur CD, ça existait mais ça coûtait extrêmement cher. Je crois que les premiers prix se situent, si on convertit en euros, autour de 300 € si je dis pas de bêtises. Donc juste pour un lecteur CD ça fait quand même très cher. Il fallait donc composer avec les disquettes et surtout leur faible capacité de stockage, ce qui fait qu'on se retrouvait avec de nombreuses disquettes pour installer un programme, un jeu ou même un système d'exploitation. Il me semble que par exemple pour installer Windows 95 on avait une dizaine de disquettes, je crois qu'on en avait 15 ou 17, quelque chose comme ça. On peut donc dire que c'était vraiment pas pratique du tout et l'arrivée du CD a quand même fait beaucoup de bien à ce niveau là. On passe maintenant à l'arrière du PC et là il y a quelque chose qui va sûrement choquer les plus jeunes, c'est qu'au niveau de la connectique on n'a absolument pas d'USB. Et là contrairement au lecteur CD que l'on pouvait avoir au début des années 90, mais c'est juste que ça coûtait extrêmement cher, et bien les ports USB sont arrivés dans la deuxième moitié des années 90, ce qui fait qu'on n'avait aucune machine qui était équipée de ports USB. Ce qui fait qu'on avait beaucoup de connecteurs qui étaient assez différents sur nos PC à cette époque-là. On avait des ports série, des ports parallèles ou encore des prises PS1 pour pouvoir brancher son clavier. Et même au niveau des périphériques, regardez plutôt cette souris d'époque, elle est vraiment toute simple. On retrouve simplement deux boutons et à l'arrière on a bien entendu la boule étant donné qu'on n'avait que des souris à boule. Et quant à sa connectique, regardez ça, on branchait ça tout simplement en port série, ce qui est un petit peu un des ancêtres de l'USB. Pourquoi un des ancêtres? Parce que finalement l'USB va réunir plusieurs connectiques différentes telles que les ports série ou encore les ports parallèles. Et maintenant je vous montre le clavier qui va donc avec ce PC là, et c'est le vrai clavier d'origine de ce PC, il est estampillé Olivetti. Et je trouve qu'il est vraiment d'une excellente qualité, la finition est vraiment bonne, il est assez lourd, et vraiment le feeling avec les touches est très bon, bref c'est vraiment un super bon clavier, on s'attend pas forcément à avoir un clavier de cette qualité là, avec des machines aussi vieilles. Bref, je divague un petit peu, à la base je voulais juste vous montrer sa connectique, on a à la base une connectique en port PS2, mais il a été fourni avec un adaptateur qui nous emmène vers une connectique PS1, ce qui permet donc de le brancher à l'arrière de ce PC Olivetti. Et pour le branchement de l'écran, on utilise un vénérable port VGA qui peut être encore utilisé de nos jours d'ailleurs. Tout ça c'était vraiment pour vous montrer que déjà au niveau de la connectique, ça n'a pas grand chose à voir avec ce que l'on utilise de nos jours. Bref, maintenant qu'on a fait un petit tour extérieur de ce PC, on passe à une séquence de démontage et on parle de ce qui se cache dedans. Je vous ai mis un petit extrait de la pub Intel des 486 DX2 de l'époque parce que je la trouve juste géniale. Bref, maintenant que je l'ai ouvert, on peut apercevoir l'intérieur et la première chose qui vient à l'esprit, c'est que c'est un petit peu le bazar là-dedans. Mais on peut déjà voir le processeur d'origine, à savoir le 486 SX, et quand on le voit, la première chose qui saute aux yeux, c'est qu'il est directement soudé à la carte mère. Et ça, c'est quelque chose, en tout cas pour les PC Tour, que l'on voit absolument plus de nos jours. Et ce 486 SX, la dénomination SX,
SX, elle signifie que l'on n'a pas de FPU à l'intérieur du processeur. Le FPU étant une unité de calcul en virgule flottante. Et si vous regardez juste à côté, on a un emplacement qui est vide. J'en suis pas sûr à 100%, mais je pense que c'est un logement pour y mettre un coprocesseur. Là, on arrive vraiment sur les bizarreries de l'époque, c'est-à-dire que à l'époque, quand on avait des processeurs tels que le 486SX, eh bien, on pouvait ajouter un coprocesseur qui calculait en virgule flottante. Je fais un petit rappel, même si j'en ai déjà parlé sur la chaîne, les unités de calcul en virgule flottante, ils étaient là pour faire plus rapidement des opérations complexes que si on les faisait en nombre entier. C'était très intéressant pour pas mal d'utilisations, mais surtout pour le grand public, ce qui était intéressant, c'est pour faire de la 3D, étant donné qu'on a commencé à avoir des jeux vidéo en 3D débarqués à cette période-là. Maintenant, dans ce qu'on peut apercevoir, il y a ça, il s'agit de la connectique interne, et quasiment tout était en port ISA. Le port ISA, c'est l'ancêtre du PCI tout court. En gros, c'est ce qui nous permettait d'ajouter tout un tas de cartes PHY, telles que des cartes vidéo, des cartes d'extension IDE, des cartes son, bref, c'est juste une connectique interne pour pouvoir ajouter des cartes en plus. Et enfin, au premier abord, même si on la voit pas en entier à l'heure actuelle, ce qui change, c'est le format de la carte mère. La raison, elle est simple, c'est que à l'époque, on n'était pas sous le standard ATX que l'on a de nos jours et depuis de nombreuses années. À cette période-là, on avait le standard AT, qui est littéralement l'ancêtre de l'ATX. Et ce standard, comme de nos jours, il est valable aussi pour les alimentations. On avait des alimentations en AT qui n'avaient pas exactement la même connectique. Allez, je reprends le démontage pour continuer de découvrir des choses concernant ces machines. Regardez ce qui se cachait là-dessous, on avait un autre processeur, cette fois-ci un 486 DX2. Donc la différence, c'est que les processeurs DX, contrairement aux SX, eux, ils embarquent directement une unité de calcul en virgule flottante qui est intégrée dans le die du processeur. Vous l'aurez donc compris, l'avantage, c'est que l'on n'a pas besoin d'ajouter un coprocesseur. Donc si je résume, en gros, sur cette carte mère, on a un processeur 486 SX qui est directement soudé à la carte mère. On a un logement libre qui, je suppose, est là pour ajouter un coprocesseur, et on avait un socket qui était disponible pour ajouter un processeur plus puissant. Cette fois-ci, c'est le DX2. J'en suis pas vraiment sûr parce que j'ai pas démarré la machine, mais je pense que le DX2 vient tout simplement remplacer le SX qui lui doit être désactivé sûrement via le BIOS. N'hésitez pas à me confirmer ça dans les commentaires. En tout cas, ça a vraiment rien à voir avec les cartes mères actuelles parce que de nos jours, on a simplement un socket et puis terminé, c'est tout. Voire parfois, on a deux sockets, mais ça c'est pour des cartes plutôt workstation, et on a généralement deux fois le même socket pour mettre deux fois le même processeur. Et ces cartes mères double socket sont vraiment pas courantes, alors que ce format de carte mère que je vous présente, on en avait quand même pas mal sur les PC de l'époque. À un moment, pendant le démontage, je vous ai rapidement montré deux petits composants électroniques, et là c'est assez particulier là aussi. Il s'agit de deux quartz, et les quartz en électronique, ils servent généralement pour donner une cadence, une fréquence aux composants électroniques. Je vous les remontre, et vous pouvez voir qu'il y en a un qui est cadencé à 50 Hz et l'autre à 60 Hz. Et il y en a un qui est déjà en place sur la carte mère qui lui est cadencé à 66 Hz. En fin de compte, leur rôle c'était tout simplement de donner la fréquence d'horloge à la carte mère. Là où de nos jours on peut modifier ça directement dans le BIOS de nos cartes mères, à l'époque il fallait agir directement sur le hardware en changeant donc le quartz qui était présent sur la carte mère. Et là ça montre vraiment à quel point c'était différent à l'époque, c'est-à-dire que sur le BIOS on n'avait pas tant de réglages que ça à faire, et il y a beaucoup de choses que l'on faisait directement sur la carte mère. Bref, pour le moment j'ai pas beaucoup plus à dire, on continue le démontage pour découvrir autre chose.
Voilà la carte vidéo. Alors ce modèle là m'est totalement inconnu, donc j'ai pas spécialement m'étalé dessus. Et en réalité, bien quelle carte vidéo on utilisait, ça n'avait pas énormément d'importance à l'époque, étant donné que la carte vidéo avait un rôle plutôt secondaire. Là où de nos jours, pour faire du jeu vidéo par exemple, il faut vraiment une bonne carte graphique couplée à plutôt un bon processeur. Mais si vraiment on se destine à du jeu vidéo, il faut mieux miser sur une bonne carte graphique. Et bien à l'époque, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que la carte vidéo finalement, elle fait principalement que la liaison entre l'écran et le PC. C'est un peu réducteur de dire ça parce qu'elle a quand même un rôle, elle applique par exemple les couleurs sur l'image, mais ça va pas vraiment plus loin, elle a pas vraiment de RAM, elle a une mémoire dite frame buffer dans laquelle elle stocke tout simplement les images. Mais en gros, ces images, elles sont calculées par le processeur. Donc vraiment, à cette époque-là, avoir une carte graphique que l'on connaît pas vraiment, c'est pas si grave que ça, puisqu'il fallait principalement miser sur son processeur pour avoir un PC qui fonctionne bien. Et regardez ce qui se cachait en dessous de tout ça, il s'agit des barrettes de RAM. Et là aussi, c'est plutôt différent. Déjà, le format, on est sur des barrettes de RAM en format SIM, qui est un format qui n'est plus utilisé de nos jours et qui est un petit peu à cheval entre le format DIMM et le format SO-DIMM des PC portables. Et pour le type de RAM, c'est très différent là aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas de la DDR, ce n'est pas non plus de la SDR. Les plus anciens auront sûrement aussi connu la mémoire EDO, mais ce n'est pas de la mémoire EDO non plus. On est sur de la mémoire FPM qui est donc antérieure à la mémoire EDO. Bref, on avait encore une fois de la mémoire qui était assez différente des standards actuels, que ce soit dans son fonctionnement interne ou même dans sa forme. Bon, je vais pas démonter plus, je pense qu'on a fait le tour des principaux éléments de ce genre de PC. En tout cas, je trouve que c'était vraiment intéressant d'explorer les différences entre ces vieux PC et les PC modernes. Donc vous l'avez vu, vraiment, même si au niveau extérieur c'est pas forcément choquant, et bien à l'intérieur, les PC de cette époque-là étaient quand même très différents des PC modernes. Et je trouve vraiment que les PC de cette période-là, ils étaient vraiment bien plus compliqués que les PC que l'on a eu, on va dire, à partir de l'arrivée du format ATX. Et tout ça, ça fait que c'était des PC qui étaient vraiment compliqués à utiliser finalement. On l'a vu déjà, ne serait-ce qu'au niveau des processeurs, c'est vite le bordel. Avec le processeur d'origine qui est directement soudé à la carte mère, on pouvait aussi y ajouter un coprocesseur. Et on pouvait même y ajouter un deuxième processeur. Et d'ailleurs, les PC, ils étaient fournis avec une documentation qui était vraiment complète pour nous permettre de modifier le PC. On avait tout qui était expliqué dedans. Vraiment, on peut dire que les documentations étaient bien plus détaillées, mais en même temps, c'est normal. Il faut pas oublier qu'à l'époque, on n'avait pas internet pour s'aider à démonter nos machines. Donc vraiment, clairement, à l'époque, on pouvait pas miser sur un tuto YouTube qui vous montrait comment monter sa machine. Mais heureusement, on avait une documentation qui était très complète et vraiment bien faite. Et ça, ce n'est que au niveau hardware, parce que même au niveau software, c'était vraiment bien plus compliqué. Clairement, de nos jours, il n'y a pas grand monde qui sait encore utiliser des PC sous DOS. Et on peut donc dire qu'à l'époque, sans Internet, justement, eh bien, c'était vraiment compliqué d'apprendre à utiliser ce genre de machine. Et je pense notamment que c'est pour ça qu'il n'y avait pas grand monde qui savait réellement utiliser un ordinateur à ces périodes-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura fait découvrir ou même redécouvrir ce genre de machine. Personnellement, je suis vraiment content de vous avoir présenté ce PC-là et de cette manière-là. Parce qu'à titre personnel, le tout premier PC que j'ai pu utiliser, c'était ce genre de PC là. Par contre, j'étais vraiment tout petit, je m'en rappelle assez peu, mais je me rappelle de l'interface par exemple de DOS. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo, donc comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air ou encore de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Si vous avez envie de m'aider pour le référencement de cette vidéo, vous pouvez le faire. Il vous suffira de commenter #486. Dans la description, vous trouverez le lien Linktree qui vous emmènera vers les réseaux sociaux, le Discord ou encore la boîte mail. Et on arrive à la fin, donc en attendant, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.